accent francophone, c'est celui du Burkina Faso de l'Afrique de l'Ouest. Et moi, j'ai un accent québécois venant de la vallée de Matapédia, gaspésien. En général, je me dirais comme c'est un accent de Saint-Boniface avec une touche de campagne. Je dirais probablement Saint-Boniface parce que j'ai vécu à Saint-Boniface toute ma vie, donc franco-manitobain de Saint-Boniface ou dans les coins. C'est franco-manitobain avec un peu de Saint-Pierre. J'ai un accent qui est un mélange de français de France parce que mes grands-parents des deux côtés venaient de la France, même que ma mère est née en France. Elle est venue ici, elle était toute petite. Et puis, un mélange d'un accent de la Saskatchewan et puis, je pense, un mélange d'accent anglophone aussi. Alors, j'ai tout un... Puis c'est un accent assez unique, je pense. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent comme moi. Mon accent, il faudrait demander à ceux qui ne parlent pas comme moi c'est quoi mon accent. Disons, mes voyages au Québec, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est presque acadien, Nouveau-Brunswick. C'est rural, ils me disent. Il y en a qui disent c'est cute. C'est cute? Ça dépend à qui tu demandes. Il y a seulement une personne que j'ai rencontrée au Québec qui a reconnu mon accent. C'est quelqu'un qui a voyagé beaucoup à travers le Canada au courant des années. Et puis qui avait dit oui, j'aurais deviné le Manitoba. Mais il n'y a pas assez de gens, je pense, qui viennent au Manitoba pour vraiment le reconnaître. Mais il y a des similarités certainement avec l'accent manitobain puis l'accent du Nouveau-Brunswick, je crois. C'est celui-là que je reçois le plus quand je sors de notre petite bulle ici au Manitoba. Je suis d'accord. Là, ce qui arrive, c'est que quand je retourne à la maison, quand je retourne au Québec, tout le monde me dit que j'ai un accent manitobain. Vraiment? Absolument. Ils me reconnaissent pas, mais ici, évidemment, pour tout le monde, j'ai un accent québécois. On dit que l'accent ne vient pas de la bouche, mais de l'oreille de celui qui écoute. Mais qu'est-ce qu'elle entend, cette oreille? Qu'est-ce qu'un accent nous dit sur une personne? Comment est-ce qu'un accent peut changer et quels sont les facteurs qui influencent un accent? J'ai voulu m'entretenir avec Sandrine Allion, professeure et chercheuse en linguistique, afin de mieux comprendre le côté scientifique de ce sujet. Donc, justement, on va parler des accents, mais pas juste l'accent franco-manitobain, mais les accents francophones. Donc, qu'est-ce que c'est un accent? Alors, un accent, d'un point de vue purement linguistique, on peut dire que c'est la manière dont les gens prononcent dans une langue donnée, prononcent la langue. Donc, il y a des aspects phonétiques qui sont les sons eux-mêmes qu'on utilise pour parler, et aussi des aspects qu'on appelle prosodiques, c'est-à-dire, par exemple, l'accentuation, à quel endroit est-ce qu'on accentue, par exemple, la syllabe ou la phrase, à quelle intensité on va parler, le rythme, la mélodie, est-ce que je monte pour, par exemple, quand je pose une question en français, on a tendance à monter. Et ça, c'est une description, on peut dire, linguistique de l'accent. Mais l'accent, c'est surtout un marqueur social, d'appartenance géographique, d'appartenance donc sociale, de statut socio-économique. Donc, ça donne des informations, en fait. Et je pense que j'avais déjà utilisé le terme de carte d'identité. C'est une sorte de carte d'identité qui donne des informations sur notre origine géographique, sociale, notre statut, notre niveau d'éducation. Donc, on a des accents comme ça qui sont porteurs d'éléments sociaux et géographiques. Intéressant. Ça fait que juste une personne peut commencer à parler, puis on a déjà des indices d'où il vient. Alors, oui, on a des indices, mais il va falloir pour l'interlocuteur qu'il puisse les déchiffrer, ces indices. C'est-à-dire que comment il va justement, quelle identité est-ce qu'il va attribuer à l'autre qu'il entend parler. Donc, il est possible qu'il dise qu'il n'ait pas une connaissance. Par exemple, si je te parle, tu me parles, moi, je peux dire, OK, c'est une personne qui vient du Manitoba parce que j'ai une connaissance de cet accent. Mais peut-être pour une personne qui viendrait pour la première fois au Manitoba, elle aurait du mal à cibler et puis se dire ah, ben, c'est un accent canadien, québécois. Ou, bon. Alors ça va dépendre de notre capacité à déchiffrer l'accent par rapport à nos expériences qu'on a de la diversité dans une langue, la diversité des accents dans une langue. Comment évolue un accent? Par exemple, moi, je viens de Sainte-Anne, du Manitoba, parce que tu l'as entendu dans mon accent. Mais comme un accent de Sainte-Anne, il y a 50 ans à aujourd'hui, comment est-ce qu'un accent évolue?
Ben, l'accent évolue par des phénomènes de facteurs, des facteurs qui vont être externes. Par exemple, le contact avec l'anglais, ça peut être un facteur d'évolution linguistique. Des facteurs internes aussi, l'évolution, tout simplement. Le fait qu'on utilise des sons qui cohabitent ou qui sont combinés les uns aux autres, ils vont avoir une influence les uns sur les autres. L'évolution phonétique est quand même assez lente, mais assez... on peut, par exemple, prendre l'exemple du français en France, où il y a peut-être 50 ou peut-être 70 ans, on utilisait encore d'une manière assez large en France l'opposition entre un et un. Brun et brun, par exemple. Okay. Et puis cette opposition, elle a eu tendance à disparaître. Alors on l'entend encore dans le sud de la France, mais la plupart du temps, on l'entend plus du tout. Donc on va dire brun, IN, brun, UN. Donc on a réduit Donc on a ici un cas de son qui disparaît. En fait, le 1 qui n'est plus prononcé, où on va avoir une réduction des oppositions phonologiques, comme on dit, d'une manière un peu scientifique, des sons qu'on utilise dans la langue. Et puis, donc ça peut être un facteur interne, on va dire, le fait que les sons changent, parce que ici, dans ce cas-là, on dit que le rendement phonologique de l'opposition n'est pas forte, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots qui s'opposent par ce seul son dans la langue. Enfin, de mots, oui, comme brun et brun. C'est à peu près, je pense, il y a emprunt et emprunt aussi. Donc, ce sont à peu près deux, ce qu'on appelle des paires minimales en linguistique qui s'opposent. Donc, on dit que le rendement phonologique est faible et généralement, on a souvent une réduction parce que ça ne sert à rien en quelque sorte. C'est une question d'économie linguistique. Puis évidemment, il y a des facteurs externes. Alors, le contact linguistique, on peut parler de ça. Le fait par exemple, on parle deux langues, ben, il va y avoir probablement une influence d'une langue sur l'autre. Et puis ça dépend aussi si on la parle en tant que langue native ou en langue seconde, langue troisième, alors ce genre de facteurs. Puis comme on a dit, le milieu social, la géographie, tout ça fait en sorte le milieu dans lequel on va évoluer, l'environnement, les gens qui parlent autour de nous, évidemment. C'est d'eux qu'on va en quelque sorte construire notre accent à partir de notre écoute. On peut en fait voir une évolution dans l'accent en regardant les différences intergénérationnelles. Par exemple, des grands-parents avec des petits-enfants. Donc, en temps réel, on peut voir comment deux générations parlent différemment, ont un accent différent. Alors là, on peut peut-être prendre la mesure de l'évolution de l'accent. Pour retourner à l'accent de Sainte-Anne, parce que, comme j'ai dit, je viens de là. Moi, je roule mes R. Puis c'est très normal à Sainte-Anne, on roule beaucoup nos R. Est-ce que rouler des R, ça fait partie de l'accent ou c'est juste une spécificité de la langue? Oui, ça fait partie de l'accent parce que c'est une manière de prononcer un son, donc un phonème. Le phonème R, on le prononce phonétiquement différemment, qu'on ait un R dit uvulaire. Ça, c'est le terme qu'on utilise pour décrire le R qu'on appelle roulé standard. Le R roulé, on l'appelle le R apical. Oh, wow! Parce qu'on fait vibrer la pointe de la langue. C'est exotique, ça. Un peu comme en espagnol. Mais il y a des R roulés qui sont aussi roulés au fond de la gorge. On peut aussi faire vibrer le fond de la gorge. Alors, donc, le R roulé, oui, c'est un marqueur qui peut être un marqueur régional. Qui, par exemple, indique aussi, je dirais, générationnel, parce que je pense que le R roulé se perd, même au Manitoba. Donc, peut-être les jeunes l'utilisent moins. C'est moins fréquent de l'entendre chez les jeunes. C'est un marqueur rural, parce que je pense qu'on l'utilise plus dans les régions rurales, au Manitoba, que, par exemple, à Saint-Boniface ou en ville, en général. Et ça l'est aussi en France. C'est un marqueur rural en France aussi, le R roulé. On va l'entendre dans certaines régions et plutôt dans les campagnes. Donc, justement, il y a des préjugés qui sont liés aux accents. Je viens d'en décrire un, mais il y en a plein. Quels sont ces préjugés-là? Il y a on dirait comme un élitisme avec les R ou même juste l'accent de la ville versus... Ou à Paris, j'ai remarqué qu'il y a l'accent parisien de la ville, puis eux viennent de la campagne. Donc, c'est quoi les préjugés liés aux accents?
les accents étant porteurs justement de ces éléments d'identité, et nous, oui, donnant des indices sur d'où nous venons, que ce soit le milieu social, notre environnement de vie, le milieu où on a grandi, le milieu géographique. La hiérarchie, il y a une hiérarchisation qui se fait avec la perception qu'un accent est meilleur qu'un autre. Puis ça, c'est basé sur une longue histoire d'élaboration de la norme en français. Et dès lors qu'on commence à s'éloigner de cette norme-là, par exemple, le R roulé ne fait plus partie de la norme valorisée, une norme corrective valorisée. Donc, dès lors que justement ces traits n'appartiennent pas à cette norme valorisée, ils vont être stigmatisés et donc dévalorisés. Et cette norme, elle s'élabore dans des milieux, pour le français de France, elle s'est élaborée dans des milieux sociaux favorisés, autour du roi, autour de la cour, autour des gens de pouvoir. Et puis aussi dans une région, la région parisienne, qui a accueilli justement les gens de pouvoir et le centre, en quelque sorte, de la France. Donc, on oppose souvent... on opposait, puis je pense qu'on parle encore de province, même si elle n'existe plus sur le plan administratif, mais donc on parlait par exemple d'accent provincial, opposé au français de la capitale. Donc ça, c'est quelque chose qui est resté et qui s'est évidemment beaucoup plus répandu avec l'expansion des médias, etc. Et donc qui s'est diffusé largement en France, ne serait-ce que par la télévision, les médias, ou même la radio d'abord, puis la télévision, qui a diffusé cet accent, qui a neutralisé un petit peu, ou en tout cas au moins la prise en compte ou la perception qu'il y a un accent ou une manière de parler qui est meilleure. Meilleur, évidemment, ça n'est pas mon jugement. Hein. Non, d'accord. C'est la manière dont on va intégrer aussi nous-mêmes en tant que locuteurs cette perception. Et puis là, on peut déboucher sur l'insécurité linguistique. Donc ça va créer une certaine insécurité si on n'arrive pas à maîtriser cet accent valorisé. L'insécurité linguistique peut découler d'une dévalorisation d'un accent, donc que ce soit parce qu'on nous dit qu'on ne nous comprend pas parce qu'on a un accent trop marqué, ou donc évidemment pour la personne qui reçoit ce commentaire, il va se développer une insécurité linguistique, c'est-à-dire une perception que sa manière de parler n'est pas conforme à un modèle valorisé qu'elle ne maîtrise pas. Et là, je dis bien c'est une perception, parce que ça ne veut pas dire qu'elle ne parle pas bien de la langue. Hein. C'est souvent... et puis ça dépend vraiment de nos expériences, de comment on nous a corrigés, comment on a vécu notre différence. Donc, ça se construit en quelque sorte, cette insécurité, et elle n'est pas forcément... elle n'est pas basée sur une compétence réelle. Hein, c'est pas parce qu'on nous dit qu'on parle mal, par exemple, qu'on ne sait pas parler la langue. Hein. On la parle d'une certaine manière qui ne peut pas être conforme au moment de la conversation ou pour la personne, puisqu'il peut y avoir des gens vraiment méchants qui nous disent des choses qui ne sont pas forcément très gentilles en soi. Est-ce que c'est possible de surmonter ce feeling d'insécurité linguistique? Oui. Il faut prendre confiance en soi, il faut s'affirmer comme on est. C'est important. D'abord, la diversité, c'est le principe même de la vie humaine. Alors, je pense que la diversité des accents, ça fait partie de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Ça n'est pas toujours facile de le faire, de surmonter sa perception, la perception qu'on a de ne pas se conformer. Je pense qu'il faut faire un travail d'éducation aussi. Alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que c'est à l'école qu'on va souvent prendre conscience de cette norme, mais c'est là qu'on devrait aussi prendre conscience de la diversité. Malheureusement, souvent, c'est difficile pour les enseignants de faire les deux, c'est-à-dire d'arriver à combiner un travail sur la norme et la nécessité d'acquérir un certain standard, qui va notamment nous permettre de poursuivre nos études, de faire des présentations formelles, tout en laissant la porte à la diversité aussi, mais on sait qu'il y a un certain nombre de contraintes dues
au contexte, qui va faire en sorte qu'on va privilégier une variété plus formelle et donc plus standard de la langue. Il faut arriver à enseigner ça, mais il faut aussi laisser un espace et puis expliquer que les variétés qu'on parle sont tout à fait légitimes aussi. Elles sont nécessaires. Pourquoi? Parce qu'on les parle d'abord et qu'on communique avec elles dans des contextes peut-être informels, mais qui sont quand même des contextes importants à prendre en compte et même, je dirais, quotidiens et même cruciaux. On ne peut pas faire l'économie de nos manières de parler dans des contextes informels. Je pense qu'on parle plus souvent dans ces contextes-là que dans d'autres. Donc, on sait maintenant qu'un accent nous en dit beaucoup sur une personne. Sa provenance, son appartenance sociale et même son statut socio-économique et son niveau d'éducation. Sans même s'en rendre compte, on reçoit plein d'informations sur une personne le temps d'un bonjour. Et l'accent est en évolution constante, influencé par les milieux qu'on fréquente et les personnes qui nous entourent. Ce n'est pas pour rien qu'il y a tant d'accents ici dans notre communauté francophone. Accent franco-manitobain, accent québécois, accent français, accent michif, malien, marocain, sénégalais et j'en passe. Si l'accent ne vient pas de la bouche, mais de l'oreille de celui qui écoute, c'est donc à nous d'entendre la valeur ajoutée de cette diversité d'accents au lieu de nous concentrer sur nos différences. Après tout, on a 2 oreilles et une seule bouche.